Il a humilié ma fille de 10 ans en la défigurant avec son propre gâteau d'anniversaire. Ma mère l'a défendu. Mais il ne s'attendait pas à ce que mon grand-père de 82 ans détruise leur bien le plus précieux pour nous venger. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. La lumière blanche et crue du néon baignait mon petit laboratoire de pâtisserie d'une clarté presque clinique. Dehors, Lyon s'éveillait à peine, mais ici, dans mon sanctuaire de la rue Saint-Jean, le temps était suspendu. Mes mains, couvertes d'une fine pellicule de sucre glace, s'activaient avec une précision de chirurgien. Devant moi se dressait l'équilibre des songes, une pièce montée audacieuse, un entrelac de sphères de chocolat blanc et de voiles de sucre tirées, ma création pour le concours du ruban d'or. Ce n'était pas juste un gâteau, c'était mon manifeste, mon billet d'entrée pour une nouvelle vie, celle où je serais enfin la seule maîtresse de mon destin, propriétaire de ma propre boutique. Chaque geste était un héritage. L'art de tempérer le chocolat, la patience pour monter une meringue parfaite, tout cela venait de lui, de mon grand-père. Papé Jean. Un homme dont les mains sentaient toujours le beurre et la vanille, et dont les yeux pétillaient d'une tendresse que je ne retrouvais nulle part ailleurs. Il était parti depuis 5 ans, mais son esprit vivait dans chaque recette que je créais. Son autre legs, mon autre sanctuaire, dormait juste en bas, dans la cour pavée de l'immeuble. Suzette. Ma vieille Citroën 2CV, d'un bleu lavande un peu passé. Elle n'était pas rapide, elle n'était pas luxueuse, mais elle était le symbole tangible de son amour. Une voiture, c'est la liberté, ma Chloé, m'avait-il dit en me tendant les clés pour mes 18 ans. Avec ça, tu pourras toujours t'échapper si le vent tourne. Je n'avais pas compris la gravité de ces mots à l'époque. Pour moi, Suzette, c'était les escapades dans les monts d'or, les pique-niques improvisés, le bruit rassurant de son moteur pétaradant qui couvrait le tumulte de mes pensées. Mon téléphone vibra sur l'établi en inox, me tirant de ma rêverie. Le nom de ma mère, Sylvie, s'afficha. Je soupirai, essuyant mes mains sur mon tablier avant de répondre. Chloé, ma chérie, je ne te dérange pas ? Sa voix, faussement mielleuse, était un prélude que je ne connaissais que trop bien. Un peu, maman. Je suis en plein dans les finitions pour le concours. Oh, tes petits gâteaux, oui. C'est merveilleux. Écoute, je t'appelle pour Antoine. Sa petite entreprise, tu sais, c'est si compliqué, la technologie. Il a juste un petit souci de trésorerie. Il lui faudrait un petit coup de pouce, juste pour passer le mois. Un petit coup de pouce. Le même petit coup de pouce que le mois dernier, et celui d'avant. Antoine, mon frère cadet, l'éternel prodige, qui enchaînait les projets révolutionnaires et les échecs cuisants, toujours financés par la générosité forcée des autres. Maman, on en a déjà parlé. Tout ce que j'ai est bloqué pour le projet de la boutique. Je ne peux pas, le silence au bout du fil fut plus éloquent que des cris. Je sentis son agacement, sa déception calculée. Je vois. Tu penses à toi avant ta famille. C'est bien. Ton père ne va pas apprécier. La menace était à peine voilée. Mon père, Gérard. Un homme pour qui la famille était une entreprise dont il était le PDG, et où les sentiments étaient une faiblesse. Le souvenir du dîner de dimanche dernier me revint, âcre comme une bouchée de vinaigre. Nous étions tous les 4 dans le grand appartement de mes parents, celui où j'avais grandi et où ils me laissaient encore occuper une petite chambre de bonne aménagée, un privilège qu'il ne manquait jamais de me rappeler. Gérard avait dénigré mon travail, comme d'habitude. Tu ne vas pas passer ta vie à jouer à la dinette, Chloé. Il faut un vrai métier. Puis, il avait enchaîné, le regard dur, en parlant d'Antoine. Ton frère a besoin que tu débloques ton épargne professionnelle. C'est un investissement pour l'avenir de la famille. Face à mon refus, son visage s'était fermé. N'oublie pas dans quel appartement tu vis, Chloé. Je raccrochai avec ma mère, le cœur lourd. Dehors, la porte de l'atelier voisin grinça. C'était Luc, mon ami d'enfance, ébéniste de talent. Il passa la tête par l'entrebâillement de ma porte. « Ta mère ?» demanda-t-il simplement en voyant mon expression. Je hochai la tête. « Laisse tomber.
Papé Jean disait toujours que ton père pouvait vendre du sable à un bédouin et ta mère le convaincre qu'il en avait besoin. Pense à ton concours. Montre-leur de quoi tu es capable. Son soutien était un baume. À travers la fenêtre, j'aperçus Madame Dubois, notre voisine du rez-de-chaussée, qui arrosait ses géraniums. Elle leva la main pour me saluer, son regard perçant semblant comprendre tout ce qui n'était pas dit. Elle avait connu mon grand-père, mes parents enfants, et maintenant nous. Elle était la mémoire vivante de l'immeuble. Je me replongeai dans mon travail, chassant les pensées sombres. Aujourd'hui, seule ma pâtisserie comptait. Le reste pouvait attendre. Je ne savais pas encore que le reste, lui, n'attendrait pas. 6 heures du matin. Le grand jour. Ou plutôt, la grande heure. Le jury du « Ruban d'or » commençait ses délibérations à 8 heures précises au palais de la Bourse. Chaque minute était comptée. Le stress formait un nœud serré dans mon estomac, mais mes mains étaient stables. La concentration était totale. L'équilibre des songes reposait majestueusement dans sa grande boîte isotherme, une merveille fragile prête à affronter le monde. J'avais tout planifié. Le trajet en voiture, en évitant les rues pavées du Vieux-Lyon pour ne pas risquer la moindre vibration. Le stationnement, réservé sur une place de livraison juste devant le lieu du concours. Suzette, ma fidèle 2CV, était la clé de voûte de cette opération délicate. Je descendis les escaliers, portant ma création comme s'il s'agissait du Saint-Sacrement. Luc m'attendait en bas pour m'aider à charger. En poussant la lourde porte cochère qui donnait sur la cour, mon cœur s'arrêta. La place de parking était vide. Pas juste vide. Violemment vide. Il n'y avait rien. Ni Suzette, ni une autre voiture. Juste les pavés humides et une tache d'huile sombre, là où son moteur avait l'habitude de goûter un peu. Non. Le mot sortit comme un souffle étranglé. Non, non, non. On l'a volé, dit Luc, son visage se durcissant. Mon esprit refusait cette idée. Voler une 2CV en 2025 ? Pourquoi faire ? La panique commença à monter, une vague glaciale qui menaçait de me submerger. Mais une autre pensée, plus froide et plus terrible encore, se fraya un chemin à travers le brouillard de mon angoisse. Une suspicion si monstrueuse que j'osais à peine la formuler. Mon premier réflexe, cependant, ne fut pas la panique pure. C'était étrange, comme si une partie de moi, entraînée par des années de micro-agression et de manipulation, s'était préparée à ce moment. Je sortis mon téléphone. D'un geste mécanique, je pris une photo de la place de parking vide, en m'assurant que la tache d'huile soit bien visible. Un détail. Une preuve. Je ne savais pas encore pourquoi, mais je savais que c'était important. J'appelai mon père. Directement sur sa messagerie. J'appelai ma mère. Pas de réponse. Le nœud dans mon estomac se resserra jusqu'à la douleur. Et puis, mon téléphone vibra. Un message. De papa. Les mots s'affichèrent sur l'écran, nets, brutaux, sans la moindre fioriture. J'ai vendu la 2CV. L'argent est pour ton frère. La famille passe avant tes caprices. Le monde bascula. Le son de la rue, le chant d'un oiseau, le visage inquiet de Luc, tout s'estompa. Il ne restait que ces mots, gravés au fer rouge dans mon cerveau. Il l'avait fait. Il avait osé. Il n'avait pas juste vendu une voiture. Il avait vendu mes souvenirs, la protection de mon grand-père, ma liberté. Il avait profané mon sanctuaire. Le souffle coupé, je fis une capture d'écran du message. Une autre preuve. Mon cerveau fonctionnait à une vitesse folle, déjà en mode survie, tandis que mon cœur se brisait en 1000 morceaux. Une autre vibration. Un message de maman. Ton père a fait ce qu'il fallait. Antoine avait vraiment besoin de cet argent. D'ailleurs, il manque encore 20 000 €. Tu dois nous les virer de ton compte pro avant vendredi. Ne fais pas d'histoire. Ce fut le coup de grâce. La demande, l'ordre, formulé avec une désinvolture criminelle. Il n'avait pas seulement détruit mon passé, il s'attaquait à mon avenir. La boutique, mon rêve, tout ce pourquoi j'avais travaillé, était maintenant dans leur ligne de mire. Une rage froide, pure et tranchante comme une lame de rasoir, remplaça le chagrin.
Le concours? Foutu. Ma pièce montée? Un tas de sucre et de chocolat sans importance. Ils venaient de déclarer la guerre. Et ils allaient découvrir que la petite Chloé qui baissait les yeux n'existait plus. Je me tournai vers Luc, mon visage devait être une toile blanche de fureur contenue. Ils l'ont fait, dis-je d'une voix que je ne me connaissais pas, ils ont vendu Suzette. Il ne posa pas de questions. Il vit la décision dans mes yeux. J'ai besoin de toi, continuai-je. Ce soir, on sort tout de l'appartement. Absolument tout ce qui a de la valeur. Il hocha la tête, son regard sombre et déterminé. Je suis là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant? Je rangeai mon téléphone dans ma poche. Maintenant, je vais chercher des cartons. La partie est terminée. La leur, en tout cas. Je n'ai pas pris de taxi. J'ai marché. Les 20 minutes qui séparaient mon atelier de l'appartement de mes parents sur la presqu'île furent une traversée en apnée dans un océan de rage glaciale. Chaque pas sur le trottoir était une affirmation. Je n'étais pas une victime courant se plaindre. J'étais une stratège se rendant sur le champ de bataille. Mon objectif n'était pas de crier, de pleurer ou d'obtenir des excuses. C'était de recueillir des munitions. Devant leur porte, je pris une profonde inspiration. Je lissai ma veste, effaçai toute trace d'émotion de mon visage. En fouillant dans mon sac, ma main se posa sur mon téléphone. J'hésitai une seconde, puis je l'ouvris, naviguai jusqu'à l'application dictaphone et appuyai sur le bouton rouge. Je le glissai ensuite dans la poche de ma veste, le microphone discrètement orienté vers l'extérieur. J'entrai sans frapper. La scène qui m'accueillit était d'une normalité surréaliste. Ma mère, Sylvie, mettait le couvert pour le déjeuner, fredonnant un air de Charles Aznavour. Mon père, Gérard, était assis dans son fauteuil en cuir, plongé dans son journal économique. Antoine, mon frère, était avachi sur le canapé, scrollant sur son téléphone avec une expression d'ennui. Personne ne leva la tête. Comme si j'étais invisible. Comme si ce matin n'avait jamais existé. Bonjour, dis-je d'une voix parfaitement neutre. 3 paires d'yeux se tournèrent vers moi. La surprise, puis l'agacement sur le visage de mon père. La nervosité dans celui de ma mère. La gêne dans celui d'Antoine. Tu n'es pas à ton concours de petit four, lança mon père sans même abaisser son journal. J'avançai jusqu'au milieu du salon. C'est difficile de transporter une pièce montée sans voiture. Vous ne croyez pas? Ma mère s'agita, essuyant ses mains sur son tablier. Chloé, ne commence pas. Je l'ignorais, gardant mon regard fixé sur mon père. Je voudrais juste comprendre. Une question simple. Comment avez-vous pu vendre une voiture qui ne vous appartenait pas? La carte grise était à mon nom. Je posais la question calmement, comme une simple demande d'information technique. C'était un piège, et mon père, dans son arrogance, y plongea tête la première. Il reposa son journal, un sourire suffisant aux lèvres. Ne sois pas naïve, Chloé. La carte grise, les papiers. Ce ne sont que des formalités. J'avais un double des clés. J'ai simplement signé le certificat de cession pour toi. Ce n'est qu'un papier. C'est réglé. Il l'avait dit. Il l'avait avoué. La falsification. L'escroquerie. Sans le moindre remords, se vantant presque de son audace. Mon téléphone enregistrait chaque syllabe. C'était nécessaire, ajouta ma mère d'une petite voix, comme pour le soutenir. Pour ton frère. Je me tournai vers Antoine. Il refusa de croiser mon regard, ses pouces continuant leur danse frénétique sur son écran. Et les 20 000 euros, continuai-je sur le même ton détaché. C'est nécessaire aussi? Mon compte professionnel, celui qui doit financer ma boutique? C'est là que le calme que j'affichais commença à déstabiliser mon père. Il s'attendait à des larmes, à des cris, à une crise d'hystérie qu'il aurait pu balayer d'un revers de main méprisant. Mon sang-froid le mettait mal à l'aise. Il se leva de son fauteuil, sa stature dominant la pièce. Ça suffit maintenant. Tu vis sous notre toit, tu manges à notre table. Tu nous dois bien ça. C'est le dernier avertissement. Soit tu fais ce virement d'ici vendredi, soit tu prends tes affaires et tu disparais.
Et je te le dis, si tu choisis cette option, tu n'es plus notre fille. L'ultimatum. Brutal, définitif. La sentence qu'il avait dû utiliser tant de fois pour me maintenir dans le rang. Mais cette fois, chaque mot était une pépite d'or pour mon dossier. Je restai silencieuse une seconde, le laissant savourer ce qu'il pensait être sa victoire. Puis, je fis un léger hochement de tête, comme si je prenais acte d'une simple condition commerciale. Entendu, dis-je simplement. Je me retournai et me dirigeai vers la porte. Pas un regard en arrière. Je les entendis murmurer dans mon dos, décontenancés par mon absence de réaction. Elle bluffe, dit la voix d'Antoine. Elle reviendra en pleurant, comme toujours, assura mon père. En refermant la porte derrière moi, je stoppai l'enregistrement. J'avais ce qu'il me fallait. Il pensait m'avoir mise à genoux. Il ne réalisait pas que je venais de ramasser les armes pour les anéantir. La guerre n'était plus froide. Elle était déclarée. Le retour à mon petit appartement fut bref. Le temps de passer un appel. Luc ? C'est moi. J'ai ce qu'il me faut. L'opération, exfiltration, commence ce soir. J'ai besoin de ton camion. Et de tes bras. J'arrive, fut sa seule réponse. Pendant que Luc faisait la route, je ne perdis pas une seconde. Je ne faisais pas mes valises, je triais ma vie. D'un côté, les vêtements et les objets du quotidien. De l'autre, tout ce qui avait une valeur légale ou sentimentale. Les factures, les relevés de compte, les diplômes, les photos. Chaque papier était une pièce du puzzle de ma libération. Mon regard fut attiré par le haut d'une armoire. Une vieille boîte en fer blanc, rouillée sur les bords, qui avait appartenu à Papé Jean. Je l'avais récupérée après sa mort, un trésor rempli de souvenirs que je n'avais pas osé déranger depuis. Je grimpai sur une chaise et la descendis. Le couvercle grinça en s'ouvrant, libérant une odeur de papier vieilli et de lavande séchée. À l'intérieur, ce n'était pas seulement des photos jaunies. Il y avait des documents. L'acte de vente original de Suzette, où mon grand-père me la cédait pour €1 symbolique, par amour pour sa petite étoile. Et puis, un carnet. Un simple carnet de moleskine noir, à la couverture usée. Je l'ouvris. L'écriture de mon grand-père, penchée et élégante, remplissait les pages. Ce n'était pas un journal intime. C'était un livre de contes de la douleur. Page après page, il avait noté, avec une précision d'expert comptable, les prêts que mon père lui avait demandés au fil des ans. Des sommes importantes, pour des investissements qui ne voyaient jamais le jour, pour des difficultés passagères qui devenaient permanentes. À côté de chaque somme, la mention « jamais remboursée ». Il y avait des notes plus personnelles, plus sombres. Des réflexions sur le caractère de mon père, sa jalousie maladive, son besoin de tout contrôler. Il décrivait comment Gérard avait tenté de le convaincre de ne pas me financer mes études de pâtisserie, comment il avait détourné une partie de l'héritage de ma grand-mère. Et puis, la dernière page, écrite quelques semaines avant sa mort. Sa main était tremblante, l'encre un peu bavée. Si tu lis ceci, ma Chloé, c'est qu'il a recommencé. Il a toujours été jaloux de ce que nous avions, de ce que tu es. Ne le laisse pas te détruire comme il a essayé de le faire avec moi. Ta force est ton indépendance. C'est pour ça que je te laisse Suzette. Pour que tu aies toujours un chemin pour t'enfuir. Utilise ce carnet. C'est ton arme. Je t'aime. Papé. Les larmes que je n'avais pas versées depuis le matin se mirent à couler, chaudes et silencieuses. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de reconnaissance. Il avait tout vu. Il m'avait laissé une carte, un bouclier, une épée. Luc arriva à ce moment-là. Il me vit, le carnet à la main, les larmes sur les joues, et comprit sans que j'aie besoin de parler. Il me prit dans ses bras, une étreinte solide et réconfortante. « C'est un guerrier, ton grand-père, murmura-t-il. Et toi aussi. » Alors que nous commencions à descendre les premiers cartons, la porte de Madame Dubois, au rez-de-chaussée, s'entr'ouvrit. Son regard perçant nous évalua, Luc et moi, les cartons, la détermination sur mon visage. « Il était temps, ma petite, » dit-elle d'une voix qui ne tremblait pas. Elle s'avança et me tendit une vieille enveloppe jaunie, scellée à la cire. « Votre grand-père m'avait confié ça il y a des années.
Il m'a dit, donnez-le à Chloé si un jour son père la met à la porte. Elle saura quoi en faire. Je brisai le sceau. À l'intérieur, des documents officiels. Des reconnaissances de dettes, signées par mon père, envers mon grand-père. Des sommes astronomiques, notariées. Des preuves irréfutables de son parasitisme financier. Je relevai la tête vers Luc, un sourire féroce aux lèvres. L'arsenal est complet, dis-je. L'opération, exfiltration, vient de se transformer en opération, terre brûlée. La nuit fut longue, mais productive. Le camion de Luc, habituellement rempli de planches de chêne et de copeaux de bois, se chargea de cartons contenant les fragments de ma vie passée. À l'aube, mon petit appartement était vide, à l'exception des meubles qui appartenaient à mes parents. J'avais laissé les clés sur le comptoir, à côté d'une facture d'électricité que j'avais payée pour eux le mois précédent. Un dernier petit rappel de ma contribution. Ma première destination ne fut pas le confortable canapé de Luc, mais ma banque. Il était à peine 9 heures quand je poussai la porte de l'agence. J'avais demandé un rendez-vous avec le directeur, mais c'est Pierre, un jeune conseiller qui avait toujours suivi mes comptes avec un intérêt amical, qui me reçut. « Chloé. Je ne m'attendais pas à vous voir. »« Un problème ? » ?»« Un problème et une solution, répondis-je. Je veux clôturer tous mes comptes courants et transférer l'intégralité des fonds sur un nouveau compte, dans une autre agence. Et je veux mettre une alerte de sécurité maximale sur tout ce qui porte mon nom. Il fronça les sourcils, comprenant la gravité de la situation. En quelques clics, il accéda à mon dossier. Son visage se crispa. C'est une bonne idée. Il y a eu 3 tentatives de connexion à votre espace en ligne depuis une adresse IP que je ne reconnais pas, très tôt ce matin. Et un appel hier demandant votre solde. La personne avait votre date de naissance. Mes parents. Ils n'avaient pas perdu de temps. La nausée me vint, mais je la repoussai. Pierre, j'ai besoin de tous les relevés des 5 dernières années, en particulier ceux qui montrent des virements récurrents vers le compte de mes parents. Il hocha la tête, son expression professionnelle mais compatissante. Je m'en occupe tout de suite. 1 heure plus tard, armé d'une liasse de documents bancaires et d'un nouveau numéro de compte secret, je me dirigeai vers le 2e pilier de ma stratégie, le cabinet de maître Valérie Legrand, la cousine de Luc. Situé près de la place Bellecour, le cabinet ne payait pas de mine, mais la réputation de l'avocate la précédait. On la surnommait le pitbull en tailleur. Maître Legrand était une femme d'une 50aine d'années, l'énergie d'un boxeur et un regard qui semblait lire à travers vous. Elle m'écouta sans m'interrompre pendant que je lui exposais les faits, posant sur son bureau, une à une, les pièces de mon arsenal, la photo de la place de parking, les captures d'écran des SMS, l'enregistrement audio, le carnet de mon grand-père, les reconnaissances de dettes, les relevés bancaires. Quand j'eus terminé, elle resta silencieuse un long moment, ses doigts fins rapotant sur le carnet de Moleskine. « Mademoiselle Dubois », commença-t-elle, et sa voix était grave et précise. « Ce que vous avez là, ce n'est pas un simple litige familial. C'est un cas d'école. Nous avons le vol aggravé, le faux et usage de faux, la tentative d'extorsion, et surtout, un dossier exceptionnellement documenté d'abus de confiance et d'exploitation financière sur près d'1 décennie. » Elle se leva et fit les 100 pas devant la grande bibliothèque remplie de codes juridiques. « Votre père a commis une erreur monumentale. Il vous a sous-estimé. Et votre grand-père était un homme d'une prévoyance remarquable. » Elle se rassit, son regard brillant d'une lueur combative. « Voici notre stratégie. Pas de négociation à l'amiable pour l'instant. On frappe fort, tout de suite. On va rédiger une lettre de mise en demeure qui, en réalité, un acte d'accusation. On exige le remboursement de la valeur de la voiture, que nous allons faire expertiser à la hausse, et des 20 000 €, sous 72 heures. » Elle fit une pause. « Et en pièces jointes, juste pour leur donner un avant-goût de ce qui les attend, nous allons glisser une copie floutée d'une des reconnaissances de dette de votre grand-père. Juste assez pour qu'ils comprennent que vous savez. » Un sourire féroce étira ses lèvres. « Ils vont recevoir ça par huissier demain matin. Je pense que leur petit déjeuner aura un goût amer. Ne les contactez plus. Ne répondez à rien. À partir de maintenant, c'est moi qui parle pour vous. » En quittant son bureau, je me sentis plus légère que jamais.
J'avais confié ma rage à un professionnel. Le pitbull était lâché. La mise en demeure, livrée par un huissier impassible le lendemain matin, eut l'effet d'une bombe atomique dans le salon feutré de mes parents. La riposte ne se fit pas attendre, mais elle ne prit pas la forme que j'attendais. Au lieu d'un avocat, ils déchaînèrent la seule arme qui leur restait, la famille. Le téléphone de Luc, qui était devenu mon seul point de contact avec le monde extérieur, se mit à sonner sans discontinuer. D'abord, oncle Michel, le frère de mon père, un homme dont la réussite reposait en grande partie sur les conseils et les fonds de Gérard. Sa voix était mielleuse de fausse inquiétude. « Luc, je suis si inquiet pour Chloé. » Son père m'a tout raconté. Cette crise de nerfs? C'est terrible. Elle invente des histoires, la pauvre petite. Il faut qu'elle se fasse aider. Dis-lui de rentrer, on va s'occuper d'elle. Puis, tante Isabelle, la sœur de ma mère, pleurnichant au téléphone. Elle est en train de tuer ses parents. Gérard est au plus mal, Sylvie ne fait que pleurer. Tout ça pour une vieille voiture. C'est une ingrate, une égoïste. La campagne de diffamation était lancée. J'étais devenue la folle, l'instable, la méchante fille qui détruisait sa famille aimante. Il tissait une toile de mensonges pour m'isoler, pour me faire passer pour la coupable aux yeux de tous. Mais j'avais anticipé. La veille, j'avais rédigé un court email, factuel et sans émotion. Chers tous, pour couper court à toute rumeur, je vous informe que j'ai quitté le domicile de mes parents suite à la vente illégale de mon véhicule et à une tentative d'extorsion. Je sais que cela peut être choquant. Pour que vous compreniez la situation, vous trouverez en pièce jointe un court enregistrement de ma dernière conversation avec mon père. Je ne ferai pas d'autres commentaires. Cordialement, Chloé. Je l'avais envoyé à une liste ciblée, ma cousine Sophie, la fille de l'oncle Michel, quelques autres cousins de ma génération, et une vieille amie de la famille que je savais juste et discrète. Je n'attendais pas de soutien, juste de semer le doute. De contrer leur version avec des faits bruts. La réaction fut immédiate. Le téléphone de Luc cessa de sonner. Un silence radio s'installa. J'avais gagné la première bataille de l'information. C'est alors que la menace changea de visage. Un après-midi, alors que j'aidais Luc à poncer une magnifique commode en noyer, deux hommes se présentèrent à l'atelier. Ils n'avaient rien de voyous. Ils portaient des costumes bien coupés, des chaussures chères, et une aura de froideur professionnelle. « Nous cherchons Chloé Dubois », dit le plus grand, sa voix polie mais dénuée de toute chaleur. Luc s'interposa. « C'est pourquoi. Nous sommes des partenaires commerciaux de son frère, Antoine. Il nous doit une somme d'argent conséquente. Ses parents nous avaient assuré que sa sœur allait régler la situation. Il semble y avoir un contretemps. » Il me regarda par-dessus l'épaule de Luc. « Dites à mademoiselle que la patience de nos clients a des limites. Nous n'aimons pas les complications. » Ils repartirent comme ils étaient venus, laissant derrière eux un silence glacial. La start-up révolutionnaire d'Antoine. Ce n'était pas une simple dette. C'était dangereux. Le soir même, mon propre téléphone, que j'avais gardé éteint, se mit à vibrer. C'était Antoine. Sa voix était paniquée. « Chloé, il faut que tu arrêtes tout ça. Tu ne comprends pas, ces gens ne rigolent pas. Papa et maman sont fous furieux. Écoute, j'ai une idée. Tu retires ta plainte, tu leur dis que tu t'es trompé. En échange, je te promets, je te jure sur ce que j'ai de plus cher, que je te rembourserai. Un jour. On peut signer un papier si tu veux. » C'était la deuxième trahison. Après avoir profité du vol, il essayait maintenant de me manipuler pour se sauver, en me faisant porter le chapeau de la fille instable qui s'était trompée. La pitié que j'avais pu ressentir pour lui s'évapora. « Antoine, dis-je d'une voix blanche. La dernière fois que ton père a signé un papier, c'était pour voler ma voiture. Ta parole et la sienne n'ont la même valeur pour moi, zéro. Ne me rappelle plus jamais. » Je raccrochai et bloquai son numéro. La façade de la famille heureuse n'était pas seulement fissurée. Elle venait de s'effondrer, révélant les monstres qui se cachaient derrière. Et j'étais seule face à eux. Gérard, mon père, avait échoué. Sa tentative de me faire plier par la force et l'intimidation s'était heurtée à un mur de preuves et de détermination.
La campagne de diffamation avait été neutralisée. C'est alors que ma mère, Sylvie, entra en scène. Elle abandonna les larmes de crocodile pour une arme bien plus insidieuse, la guerre psychologique. L'appel arriva sur le téléphone de Luc un soir, alors que nous partagions une pizza devant un vieux film. Il me passa l'appareil avec une grimace. C'était elle. Sa voix était un murmure brisé, entrecoupé de sanglots. Chloé, ma chérie, c'est maman. Je ne dis rien, attendant la suite. C'est ton père? Il a fait une crise cardiaque. Un silence, pour laisser l'horreur de la nouvelle faire son effet. Le médecin a dit que c'est le stress, cette histoire. Chloé, il est à l'hôpital, il demande après toi. Je t'en supplie, reviens. Il a besoin de sa fille. Il faut que tu arrêtes tout ça, avant qu'il ne soit trop tard. S'il te plaît, pour sauver ton père. Mon sang se glaça. Une seconde, une seule, j'y ai cru. La culpabilité, ce poison qu'elle avait distillé en moi depuis l'enfance, remonta à la surface. Et si c'était vrai? Et si ma quête de justice le tuait? Mais la petite voix de Papé Jean résonna dans ma tête. Ne le laisse pas te détruire. Dans quel hôpital est-il? Demandai-je, ma propre voix tendue. Ah, à l'hôpital Édouard Herriot, bafouilla TL, prise de court par ma question pratique. En cardiologie. Viens vite, ma chérie. Elle raccrocha, me laissant avec cette image terrible. Luc me regardait, le visage grave. Je n'y crois pas, dit-il doucement. C'est trop gros. C'est leur style. Il avait raison. C'était trop théâtral, trop parfaitement calibré pour me faire céder. La méfiance, durement acquise, l'emporta sur la culpabilité. Luc, dis-je, une idée germant dans mon esprit. Peux-tu faire quelque chose pour moi? Appelle le standard de l'hôpital. Dis que tu es un collègue et que tu cherches à joindre la famille de Gérard Dubois, qui vient d'être admis en cardiologie. Il comprit immédiatement. Il s'éloigna pour passer l'appel. Je l'entendis parler d'une voix posée et professionnelle. L'attente fut courte, mais elle me parut durer une éternité. Il revint, son expression indéchiffrable. Alors, la standardiste a été très claire. Aucune admission au nom de Gérard Dubois aujourd'hui. Ni en cardiologie, ni nulle part ailleurs dans l'hôpital. Le bluff. L'ignoble, le monstrueux bluff. Ils avaient utilisé la peur de sa mort comme une arme. La dernière trace de compassion que je pouvais avoir pour eux s'éteignit, remplacée par un dégoût si profond qu'il me donna la nausée. Je repris mon téléphone et composai son numéro. Elle répondit à la première sonnerie, sans doute impatiente de savoir si j'avais mordu à l'hameçon. Chloé. Tu arrives? Maman, dis-je d'une voix glaciale, chaque mot pesé. Passe le bonjour à papa. Et dis-lui que j'espère qu'il se remet bien de sa crise cardiaque imaginaire. Un silence de mort au bout du fil. La conversation est terminée, maman. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. C'était un tournant décisif. Je n'étais plus la petite fille que l'on pouvait manipuler avec du chantage affectif. J'avais vu le vrai visage de leur amour. Le lendemain, je reçus un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. C'était ma cousine Sophie. Sa voix était hésitante. Chloé. C'est Sophie. J'ai reçu ton email. J'ai écouté l'enregistrement. Elle marqua une pause. Je suis tellement désolée. Je n'imaginais pas. Mon père nous a raconté une version tellement différente. Elle soupira. Écoute, je sais qu'on n'a jamais été très proches, mais ce qu'ils te font est immonde. L'histoire de la crise cardiaque, ma mère me l'a racontée ce matin. J'ai eu un doute et, bref. Je voulais juste que tu saches que je te crois. Et que si tu as besoin de quoi que ce soit, d'un témoignage, de n'importe quoi, je suis là. L'hypocrisie de cette famille me dégoûte. Pour la première fois depuis des jours, une larme de gratitude coula sur ma joue. Je n'étais plus seule. Un allié venait de se déclarer, au cœur même du camp ennemi. La guerre psychologique avait échoué. La médiation fut fixée une semaine plus tard. Ce n'était pas une faveur accordée à mes parents,
mais une étape stratégique suggérée par Maître Legrand. Laissons-leur une dernière chance de se rendre avant le bombardement, avait-elle dit avec un sourire carnassier. Et enregistrons leur capitulation pour la postérité. La réunion eut lieu dans la grande salle de conférence de son cabinet. L'atmosphère était électrique. D'un côté de la longue table en acajou, il y avait Montcamp, moi-même, Maître Legrand, et Luc, qui avaient insisté pour être là en tant que soutien moral et témoin silencieux. De l'autre côté, mes parents et Antoine. Ils étaient accompagnés d'un avocat à l'air las, un homme qui semblait déjà regretter d'avoir accepté ce dossier. Mon père affichait un masque de mépris arrogant, mais je pouvais voir la tension dans sa mâchoire. Ma mère se cachait derrière de grandes lunettes de soleil, même à l'intérieur. Antoine fixait la table, le visage blême. Maître Legrand commença la séance sans préambule. Nous sommes ici pour discuter des termes d'un accord qui pourrait éviter à monsieur et madame Dubois des poursuites pénales pour vol, faux et usage de faux, tentative d'extorsion et abus de confiance. L'avocat de mes parents commença à protester, parlant de diffamation et de drame familial. Maître Legrand le laissa parler, puis elle posa un simple lecteur audio sur la table et appuya sur « Play ». La voix de mon père emplit la pièce, claire et nette. « J'ai simplement signé le certificat de cession pour toi. Ce n'est qu'un papier. » Puis la sienne encore, hurlant l'ultimatum. « Soit tu fais le virement, soit tu n'es plus notre fille. » Le silence qui suivit fut assourdissant. L'avocat de mes parents blêmit. « Ceci n'est qu'un aperçu, » continua Maître Legrand. Elle sortit le carnet de mon grand-père. Ce carnet détaille des années d'exploitation financière. Elle sortit les reconnaissances de dette. Celles-ci sont notariées. Elle sortit les relevés bancaires. Et ceux-ci sont irréfutables. Elle gardait le meilleur pour la fin. De plus, nous avons un témoin qui est prêt à confirmer les méthodes de monsieur Dubois. Elle se tourna vers la porte. « Maître, pourriez-vous faire entrer monsieur Durand ?» Un homme d'une 60aine d'années, l'air profondément mal à l'aise, entra dans la pièce. C'était l'acheteur de Suzette. Mon père le regarda, les yeux écarquillés. « Monsieur Durand, dit doucement Maître Legrand, pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances monsieur Dubois vous a vendu sa voiture ?» D'une voix hésitante, l'homme raconta l'histoire. Il m'a dit que c'était la voiture de sa fille. Qu'elle était toxicomane, qu'elle avait des problèmes. Il a dit qu'il avait besoin d'argent en urgence pour lui payer une cure de désintoxication. Il m'a fait de la peine. Il m'a vendu la voiture bien en dessous de sa valeur. Le coup de grâce. L'humiliation suprême. Non seulement un voleur, mais un menteur pathétique, salissant la réputation de sa propre fille pour quelques milliers d'euros. C'est à ce moment-là que mon père craqua. Le masque de l'homme d'affaires respectable se désintégra, révélant le visage tordu de la haine et du ressentiment. Il se leva d'un bond, faisant basculer sa chaise. Tout c'est dia, c'est de sa faute, hurla-t-il, mais son doigt n'était pas pointé vers moi. Il semblait pointer vers un fantôme dans la pièce. C'est de la faute de ton grand-père. Il se tourna vers moi, les yeux injectés de sang. Il t'a tout donné. Son talent, son indépendance, cette arrogance. Cette façon de croire que tu es meilleur que tout le monde. J'ai passé ma vie à essayer de construire quelque chose de solide, de respectable. Et vous, avec vos rêves stupides, vos petits gâteaux et vos vieilles voitures. Vous avez toujours tout gâché. Il fallait que ça s'arrête. Dans cette tirade insensée, tout était révélé. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une guerre personnelle, une jalousie maladive qui remontait à des décennies, dirigée contre le fantôme de son propre père, un homme dont il n'avait jamais pu atteindre la cheville, et dont il voyait le reflet insupportable en moi. Il s'effondra sur sa chaise, haletant, le visage défait. Ma mère pleurait silencieusement derrière ses lunettes. Antoine n'avait pas bougé, mais pour la première fois, il semblait voir son père pour ce qu'il était vraiment, un homme petit, amer et brisé. La guerre était finie. Il n'y avait pas eu de bataille. Juste un effondrement. La capitulation fut totale. L'avocat de mon père, le visage déconfit, agita un drapeau blanc métaphorique. Il n'y avait plus rien à défendre. La seule question était de savoir à quel point les dégâts seraient importants. Maître Legrand,
redevenu calme et chirurgical, dicta les termes de l'accord. Il n'y avait pas de négociation. C'était à prendre ou à laisser, l'alternative étant un procès pénal qui les ruinerait publiquement et enverrait probablement mon père en prison pour une courte période. Premièrement, le remboursement. La valeur de Suzette fut estimée par un expert à 15 000 €, bien plus que ce que mon père en avait tiré. À cela s'ajoutaient les 20 000 € de la tentative d'extorsion, que Maître Legrand qualifia de « dommages et intérêts pour préjudice moral et tentative de déstabilisation professionnelle ». Enfin, elle ajouta une somme forfaitaire de 10 000 €, au titre des « prêts et contributions forcés » documentés au fil des ans. Le total s'élevait à 45 000 €. Une somme qu'il n'avait manifestement pas. « Comment voulez-vous que nous payions cela ?» gémit ma mère, sortant enfin de son mutisme. « Ce n'est pas mon problème, » répondit froidement Maître Legrand. « Vendez quelque chose. Un appartement, par exemple. » Elle regarda mon père droit dans les yeux. « L'appartement que vous louiez à votre fille me semble tout indiquer. C'est une belle ironie, vous ne trouvez pas ? Deuxièmement, la restitution. Tous les objets personnels, meubles ou souvenirs m'appartenant et se trouvant encore dans l'un ou l'autre de leurs appartements devaient m'être rendus sans délai. Mais j'avais une dernière condition. Une condition non négociable, qui n'avait rien à voir avec l'argent. Je veux une lettre, dis-je, ma voix résonnant dans le silence de la pièce. Une lettre d'excuse, écrite et signée par mon père. Et je veux qu'elle soit lue à voix haute, par lui, devant l'oncle Michel et la tante Isabelle, et tous les autres à qui il a raconté que j'étais folle. Mon père releva la tête, un éclair de défi dans ses yeux humides. Jamais. C'est ça, ou le tribunal correctionnel, trancha Maître Legrand. Votre réputation contre votre orgueil. Choisissez. L'accord fut signé. Les mains de mon père tremblaient tellement qu'il eut du mal à tenir le stylo. En sortant de la salle de conférence, je ne ressentis ni joie, ni triomphe. Juste un vide immense et une profonde tristesse. J'avais gagné, mais j'avais perdu ma famille pour de bon. Les jours qui suivirent furent étranges. Mes parents mirent en vente l'appartement que j'occupais, celui où j'avais grandi. Le silence de leur part était total. Mais la nouvelle de l'accord se répandit comme une traînée de poudre dans la famille. Les appels de soutien gênés commencèrent à affluer. Et puis, il y eut Antoine. Il avait disparu après la médiation. Son téléphone était éteint. Mes parents, absorbés par leur propre naufrage, ne semblaient même pas s'en préoccuper. Je m'inquiétais, malgré tout. Une semaine plus tard, Luc reçut un appel. C'était un hôpital. Antoine avait été admis. Il avait été agressé, une mauvaise rencontre, selon la version officielle. Ces dangereux investisseurs avaient perdu patience. Quand je le vis, il avait un œil au beurre noir et plusieurs côtes cassées. Il n'était plus l'enfant gâté arrogant. Il était juste un jeune homme brisé, qui avait enfin touché le fond. Il pleura en me voyant. « Je suis désolé, Chloé, » sanglota-t-il. « Pour tout. Je n'ai jamais rien vu. J'ai été lâche et égoïste. Je te demande pardon. » C'était la première excuse sincère que j'entendais. Le premier signe qu'une reconstruction, peut-être, était possible. Le prix de sa prise de conscience avait été terrible, mais il l'avait enfin atteinte. Le prix de ma liberté, lui, était encore en train d'être calculé. La scène de la lecture eut lieu un dimanche après-midi, dans le salon de l'oncle Michel. L'ambiance était funèbre. Mon oncle, ma tante Isabelle, et quelques autres lieutenants de la campagne de diffamation étaient là, mal à l'aise, évitant mon regard. J'étais venu avec Luc et Maître Legrand, qui tenaient à s'assurer que l'accord soit respecté à la lettre. Mes parents arrivèrent en dernier. Mon père tenait une feuille de papier à la main. Son visage était gris, ses épaules voûtées. Il semblait avoir vieilli de 10 ans. Il se plaça au milieu de la pièce, comme un condamné sur l'échafaud, et commença à lire d'une voix monocorde, sans aucune inflexion. Je, sous-signé Gérard Dubois, reconnais avoir vendu sans son consentement le véhicule appartenant à ma fille, Chloé Dubois. Je reconnais avoir imité sa signature et avoir menti sur les raisons de cette vente. Je reconnais lui avoir demandé une somme d'argent sous la contrainte. Je lui présente, ainsi qu'à ceux que j'ai pu tromper par mes propos, mes plus plates excuses.
J'ai eu tort. Chaque mot était une pierre qu'il semblait vomir. C'était une humiliation totale, abjecte. Mais en le regardant, je ne ressentis aucune satisfaction. Je ne voyais qu'un homme pathétique, détruit par ses propres démons. La victoire avait un goût de cendre. Quand il eut fini, un silence de mort plana sur le salon. Personne n'osa bouger. Maître Legrand fit un simple hochement de tête. La dette d'honneur était payée. Nous partîmes sans un mot. Quelques jours plus tard, Antoine sortit de l'hôpital. Il vint directement à l'atelier de Luc, où je passais le plus clair de mon temps. Il était encore marqué, mais son regard était différent. Plus clair. Je voulais te montrer ça, dit-il en me tendant un papier. C'était un plan de remboursement, méticuleusement détaillé, sur plusieurs années. Il avait négocié lui-même avec ses créanciers. Il avait trouvé un travail de magasinier, loin des start-ups et de l'argent facile. Il allait rembourser chaque centime. Je ne te demande pas de me pardonner, dit-il doucement. Juste de savoir que j'essaie. Vraiment. Je hochai la tête. C'est un bon début, Antoine. Une nouvelle relation, fragile et incertaine, naissait de ses ruines. La semaine suivante, je reçus un petit paquet par la poste. Pas d'expéditeur. Je l'ouvris avec précaution. À l'intérieur, sur un lit de velours noir, reposait le collier de perles de ma grand-mère. Le bijou que ma mère avait emprunté des années auparavant et n'avait jamais rendu. Un petit mot était glissé en dessous. 3 lignes, écrites d'une main tremblante. Pardonne-moi si tu peux. J'avais peur. Maman. C'était insuffisant. C'était pathétique. Mais c'était un aveu. Le seul qu'elle serait sans doute jamais capable de faire. Je rangeai le collier dans la boîte en fer de Papéjean. Les dettes matérielles et morales étaient soldées. Il ne restait plus qu'à reconstruire. Le virement de 45 000 € arriva sur mon compte à la fin du mois, le jour même où la vente de leur appartement fut finalisée. L'argent était là, froid et impersonnel. Ce n'était pas le prix de ma souffrance, mais le capital de mon avenir. J'appelai immédiatement l'agent immobilier qui s'occupait du petit local commercial que j'avais repéré des mois plus tôt dans le quartier de la Croix-Rousse. « Bonjour, dis-je, ma voix vibrante d'une nouvelle énergie. Je suis prête à faire une offre. » Les cendres étaient encore chaudes, mais au milieu d'elles, je pouvais enfin voir les braises d'une nouvelle vie qui commençait à rougeoyer. Un an jour pour jour s'était écoulé depuis le matin où j'avais trouvé la place de Suzette désespérément vide. Mais aujourd'hui, le vide était comblé. Pas par le chagrin, mais par l'odeur du beurre frais, du chocolat chaud et du café fraîchement moulu. Je me tenais derrière le magnifique comptoir en noyer massif de ma propre boutique. Luc l'avait construit de ses mains, chaque planche poncée avec un amour infini. Sur la vitrine, des lettres dorées élégantes annonçaient « L'héritage de Papéjean ». Ce n'était pas juste une pâtisserie. C'était une promesse tenue. L'inauguration battait son plein. L'endroit était rempli de rires et de conversations animées. Ma nouvelle famille était là. Luc, bien sûr, son bras protecteur autour de ma taille, notre amitié s'étant épanouie en un amour calme et solide. Madame Dubois, assise à la meilleure table, déclarée « cliente d'honneur à vie », dégustait un Paris-Brest avec une satisfaction non dissimulée. Ma cousine Sophie était venue de Paris, un grand sourire aux lèvres, heureuse de voir l'hypocrisie familiale remplacée par une joie sincère. Et puis, il y avait Antoine. Il portait un tablier et aidait au service, avec une humilité que je ne lui aurais jamais cru possible. Il travaillait dur, remboursait ses dettes, et venait me donner un coup de main chaque week-end. Notre relation fraternelle, autrefois basée sur des rôles toxiques, se reconstruisait lentement, sur des bases de respect et d'honnêteté. Je n'avais plus de contact direct avec mes parents. Je savais, par Antoine, qu'ils avaient déménagé dans une petite ville de province, loin de Lyon et des regards accusateurs. Mon père avait pris une retraite anticipée. Ma mère passait ses journées à jardiner. Je ressentais une lointaine pitié pour eux, mais la colère et le chagrin s'étaient dissipés, remplacés par la paix de la distance. Ils étaient les fantômes d'une autre vie. Un jeune couple, entré pour acheter des croissants, s'arrêta devant le grand cadre que j'avais accroché au mur d'honneur. C'était une magnifique photo en noir et blanc de Suzette, ma 2CV,
garée devant un champ de lavande, avec Papé Jean au volant, me faisant un clin d'œil. Elle était belle, cette voiture, dit la jeune femme. Elle l'était, répondis-je avec un sourire. Elle appartenait à mon grand-père. Elle m'a appris que parfois, le chemin le plus important n'est pas celui qui nous mène quelque part, mais celui qui nous permet de nous échapper pour mieux nous retrouver. Plus tard, alors que les derniers invités partaient, je me retrouvai seule dans la boutique silencieuse. La lumière dorée du soir filtrait à travers la vitrine. Je passai la main sur le bois lisse du comptoir. Je n'avais pas seulement gagné une bataille juridique. J'avais gagné le droit d'écrire ma propre histoire. J'avais transformé la trahison en fondation, la douleur en carburant. J'avais honoré la mémoire de celui qui avait toujours cru en moi. Je retournai le petit panneau sur la porte. D'un côté, il y avait écrit « Fermé ». De l'autre, « Ouvert ». Je le laissai sur « Ouvert ». Car pour la première fois de ma vie, je l'étais vraiment. Ouverte à l'avenir, ouverte au bonheur, ouverte à tout ce qui allait arriver. J'étais libre. Et j'étais enfin en paix.